quelque part en Afrique. Une route qui ressemble à bien d'autres. Mais cette route est l'une de celles qu'ont empruntées pendant des siècles les 20 millions d'esclaves déportés par la voie atlantique. Affaiblie par l'esclavage moderne et traditionnel, l'Afrique, terre d'empires éteints mais aussi de royaumes renaissants, devient à la fin du XIXe siècle l'enjeu d'une rivalité belliqueuse entre les grandes puissances européennes. Avec ce raisonnement plus ou moins affiché, puisque les autres y vont, il faut y aller nous aussi. Le continent éveille d'autre part la convoitise de ces mêmes Européens par ses richesses, réelles ou imaginaires. Aujourd'hui encore se dresse au Bénin, sur le tombeau de Béhanzin, ancien souverain du Dahomey, l'emblème du royaume perdu, comme un appel à toutes les résistances à venir, comme une invitation faite aux Africains à se saisir de leur propre histoire. The African history has been a history of humiliation, a history of oppression, a history of discrimination. Really, we as Africans almost, we have every reason to say, I give up. But what I like about the African spirit is it never gives up. Tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, dit le proverbe africain, les histoires de chasse continueront de glorifier le chasseur. Depuis l'aube de la colonisation, l'histoire de l'Afrique, ce sont bien les chasseurs qui en détiennent le monopole et qui en fixent le contenu. En exaltant les prouesses d'explorateurs plus ou moins pacifiques, les mérites d'une conquête plus ou moins violente, et surplombant le tout, la générosité du contact. Toutes les conquêtes coloniales sont de même nature et utilisent la même méthode, n'est-ce pas? On parle de protection, on parle de civilisation, on parle de protectorat, mais on n'attend pas d'être invité, on s'invite soi-même, n'est-ce pas? L'Europe se saisit de l'Afrique. Mais il faut mettre de l'ordre dans cette conquête désordonnée et aboutir à un accord entre les colonisateurs qui, dans certaines régions, se trouvent en situation de rivalité agressive. En 1885, à Berlin, les Européens mettent au point les instruments juridiques et diplomatiques qui leur permettront dans les années suivantes le partage de l'Afrique. Le partage du gâteau africain, pour reprendre la douteuse métaphore de Léopold II, le roi des Belges. Il est admis à Berlin que toute puissance déjà établie sur les côtes pourra faire valoir ses droits sur l'intérieur des terres, mais à condition que ces nouvelles acquisitions soient notifiées aux autres puissances signataires. Une fois ce fragile accord obtenu, les impérialismes anglais, portugais, français, belges et allemands se mettent en ordre de marche. When Europe was forming into states, we were not allowed to do that. Why? Because the colonialists came, they occupied our countries, and we started fighting against colonialism. Instead of working out the differences between ourselves, instead of fighting for the sake of democracy amongst ourselves, we started fighting against Europeans. En moins de 30 ans, la quasi-totalité de l'Afrique est conquise par les grandes puissances. Pour autant, l'Afrique ne s'est pas laissée prendre sans opposer la moindre résistance. Bien au contraire, ici et là, des chefs de guerre se sont dressés contre le conquérant européen.
Et peu importe la nature de ces résistances et leur efficacité face à l'armement très sophistiqué du colonisateur, elles occupent depuis lors une place de choix dans l'imaginaire africain. Toutes deviendront pour les futurs libérateurs du continent à la fois une source d'inspiration et un encouragement à l'action. Chacune des grandes puissances coloniales aura donc à lutter contre l'un de ces résistants de la première heure. Qu'en est-il par exemple du colonisateur français au Dahomey? Déjà présent sur la côte, il s'avance à l'intérieur des terres avec sa troupe de 2000 hommes dont un bon nombre de tirailleurs sénégalais. Sa progression se verra contrariée par le seul Béhanzin, roi d'Abomey. Le farouche fils de Glélé est en effet le seul à refuser de signer le traité que lui propose le conquérant français. La discussion était assez ardue du temps de Glélé, mais quand il est mort, le fils Béhanzin qui lui a succédé a été encore plus intransigeant, parce qu'il était plus nationaliste, si on peut dire, que son père, presque plus nationaliste que son père, et il n'admettait pas qu'on puisse posséder en toute propriété une partie de son royaume. Le pays est inaliénable en tout parti. Il est vrai que le roi n'a peut-être pas mesuré la puissance de l'adversaire ou la mauvaise foi de l'adversaire, puisque en retenant prisonnier à Abomey des émissaires qui étaient partis négocier avec lui, il donnait des prétextes trop faciles à un adversaire qui était 10 fois, 20 fois plus armé que lui. Il y avait des armes, une puissance de feu, une organisation militaire auquel elle ne pouvait pas résister. Les 20 000 soldats de Béhanzin sont vaincus. Et au terme de 2 années de résistance, le roi déchu du Dahomey est exilé avec toute sa famille. Il mourra à Alger en 1906. Béhanzin est retourné à Abomey dans son fief en 1928, sous le dynamisme de son fils Wanilo, qui a œuvré, qui a utilisé tous les moyens pour que le corps de son père revienne dans son terroir. Ça a été des funérailles grandioses. Je me souviens de ce temps-là. C'était vraiment, on a senti que tout le peuple du Dahomey vivait ce retour comme une espèce d'hommage mérité à ce patriote, à ce nationaliste qui n'a pas cédé devant la force. On a corrigé tout ce qu'il y avait d'excessif dans les accusations dont il était victime, et aussi redonner à la nation béninoise le sens de son histoire. Je n'accepterai jamais de signer aucun traité susceptible d'aliéner l'indépendance de la terre de mes aïeux. Autre figure majeure de la résistance, mais cette fois-ci contre le colonisateur portugais, Gungunyana, le souverain de Gaza, dernier royaume bantou au sud du Mozambique. Ele era muito orgulhoso de ser o rei do seu povo. Mas quando ele recebe uma ordem de prisão, ele não podia resistir, não tinha meios, mas recusa-se a obedecer às ordens que eram dadas, por exemplo, de se sentar no chão. E os portugueses humilharam-no, cuspiram sobre ele e obrigaram à força então a sentar-se no chão, o que ele achava indigno para um rei como ele. Après 10 ans de captivité, Gungunyana meurt en exil aux Açores. Não podemos dizer que ele fosse um democrata, mas que fosse um defensor acérrimo do seu império e do seu povo, isso era. E daí pode-se tirar lições positivas quanto a isso. E talvez, numa fase da história, às vezes é necessário ter esse tipo de pessoas, né, para se defender uma pátria. Insaisissable chef religieux et militaire, Mohamed Abdullah Hassan résiste aux Britanniques pendant plus de 20 ans. Ce qui lui vaudra de la part de ses adversaires le surnom peu flatteur de Mad Mullah, le Mollah fou.
When a person is given a shape to a country, when a person is given the decades in which he lives, he or she lives, a very prominent part in history, one becomes more rigid, one becomes more authoritarian at times, and at times it's necessary. I'm not justifying the authoritarian attitudes. All I'm saying is that he was no different from, let's say, Garibaldi. He was no different from Bismarck. He was no different from any of those historical figures who had to fight their people, herd their people as though they were sheep onto, a pasture, nationalist pasture in which they would be able to live as a nation, as a people. Un pays devient le symbole même de la résistance. L'Éthiopie du Négus et roi des rois, Ménélik II, à la tête d'une véritable armée africaine. Une armée unique en son genre, des fournisseurs étrangers, parmi lesquels le poète français Arthur Rimbaud, ayant contribué à la modernisation de son équipement. Fort de cela et de sa science du combat, Ménélik écrase les Italiens en 1896 dans la plaine d'Adoua, à l'extrême nord du pays. L'écho a été considérable non seulement en Afrique, mais en Europe, aux États-Unis, dans les Caraïbes, partout où il y avait les descendants d'Africains, des esclaves libérés, émancipés. Et à l'époque même de Ménélik, avant même cette bataille, il y avait déjà des Haïtiens, des Afro-Américains qui venaient en Éthiopie parce que c'est un pays qui est libre. Et donc, il y avait une petite fascination. La bataille d'Adoua, elle, a accéléré ce processus. L'Éthiopie, c'est le symbole de la vieille Afrique. C'est le symbole de l'Afrique mère. C'est le symbole de l'Afrique résistante. L'Éthiopie, c'est la communion entre les Africains du continent et les Africains de la diaspora. L'Éthiopie, c'est le pays qui a été présent à tous les moments où on a parlé d'Afrique unie. Le mot Éthiopie même, il est bon de le signaler, signifie en grec ancien la terre des hommes au visage brûlé. Nom qui était donné à l'Afrique en entier par les Grecs anciens. Vous le retrouvez chez Hérodote, dans la géographie d'Hérodote, mais aussi vous le retrouvez chez Homère. Tout ce qu'il rencontrait même en Égypte s'appelait Aethiops, la terre des hommes au visage brûlé. L'Éthiopie, c'est le pays culturellement dense, c'est le pays où toutes les religions existent, se côtoient, ont presque des racines. Le judaïsme, la religion chrétienne, la religion musulmane en Éthiopie. Mais l'Éthiopie, c'est le seul pays africain qui n'a jamais été une colonie et qui a toujours témoigné pour l'Afrique.